On retrouve chaque après-midi avant l'ouverture le président de Mescart Financial Services sur place, en duplex depuis New York. C'est Grégory Volokin qui est avec nous. Bonjour Grégory. Dans quel état d'esprit est-on à Wall Street pour commencer cette semaine alors que la semaine passée a été particulièrement agitée? En fait, on a été vraiment secoué par la semaine dernière, puis c'était la plus mauvaise semaine en 2 ans sur les marchés, et non pas pour des raisons de mauvaises nouvelles, si l'on peut dire, puisque toutes les données économiques qu'on a eues aux États-Unis étaient vraiment positives, mais en raison de la chute du cours du pétrole et surtout maintenant de l'impression qu'il pourrait y avoir une contagion dans certains secteurs de l'économie et surtout une contagion en fait dans les marchés. Donc la grande question cette semaine, c'est est-ce que le pétrole va se stabiliser? S'il ça ne stabilise pas, je ne vois pas comment les marchés eux-mêmes pourraient se stabiliser. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que la Fed va faire l'actualité avec des déclarations, avec des nouvelles et peut-être avec des surprises. Bon, quel type de surprise? Alors, il faut préciser qu'il y a une conférence de presse après cette réunion. Donc, si jamais il y avait des modifications dans le langage, dans la communication de la Réserve fédérale américaine, ce serait peut-être le bon timing pour les expliquer. Et puis, comment est-ce que le pétrole aussi là s'invite dans le débat du côté des banquiers fédéraux aux États-Unis? Est-ce que ça peut infléchir, influencer d'une manière ou d'une autre la position de la Fed là? Et c'est ça la grande question, c'est-à-dire que la Fed va publier ce qu'on avait appelé les dot points. C'est quoi les dot points? C'est où est-ce que chaque membre de la Fed voit les taux directeurs à la fin 2015, à la fin 2016 et à la fin 2017. Pour le moment, sur la réunion du mois de septembre, les membres de la Fed voient les taux d'intérêt aux États-Unis, les taux de base, à 1,375%. Il faut dire qu'en même temps, le marché obligataire voit ses taux à 1%. Donc le marché obligataire, disons, est très riche. Maintenant, ce qui est intéressant de se demander, c'est est-ce que les membres de la Fed vont être influencés par le raffermissement de l'économie? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils devraient? C'est remonter leurs objectifs de taux de 1,3 à, disons, 1,5, ou bien est-ce qu'ils vont être effrayés par la baisse du cours du pétrole qui est un effet évidemment déflationniste et ils vont rabaisser ces prévisions de taux d'intérêt par exemple de 1,3 à 1%. Et c'est vraiment, je dirais ça, la grande question. Il y a la question de la petite phrase sur la durée indéterminée à laquelle on maintient les taux à zéro. Et puis il y a de savoir si les membres de la Fed commencent à voir le pétrole comme étant vraiment déflationniste dans l'économie et donc qu'il y ait moins besoin de monter les taux assez rapidement. Bon, évidemment, ce sera un des événements marquants de cette semaine, donc le résultat de cette réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mercredi, suivi d'une conférence de presse. Merci Grégory Volokin. On vous retrouve tout à l'heure, juste après l'ouverture à New York pour continuer de à New York. Grégory Volokin qu'on retrouve donc le président de Mescart Financial Services. Vous avez peut-être entendu Grégory la fin de notre conversation avec le précédent intervenant. On parlait encore une fois, encore et toujours du pétrole et c'est vrai qu'on commence à regarder quelles pourraient être les réactions là sur d'autres marchés à cette baisse du pétrole, des réactions qui pourraient peut-être même sortir du seul secteur de l'énergie. Oui, absolument. C'est une discussion que moi j'ai avec mes investisseurs depuis le début de l'automne. Pour une simple raison, on peut considérer qu'aux États-Unis, 30% des capex, donc des dépenses en investissement, sont directement liées au secteur de l'énergie. Donc quand on commence à regarder un peu les budgets des compagnies pour l'année prochaine, on peut se dire que certaines compagnies vont avoir vraiment là un manque à gagner et ça explique même peut-être la sous-performance de grands monstres industriels. Si vous regardez par exemple depuis quelques semaines, une compagnie telle que General Electric, qui est extrêmement bien diversifiée, est très attaquée parce que évidemment elle a aussi beaucoup de contacts avec l'industrie du forage, de l'exploration et de la distribution de pétrole. Donc on ne peut pas juste dire maintenant, je pense qu'on a la preuve devant nous, c'est un bienfait pour la consommation, c'est certain, mais il y a aussi des effets secondaires, des effets négatifs qu'on commence à voir un peu tous les jours et je dirais que les 2/3 de la baisse du marché, en tout cas aux États-Unis la semaine dernière, étaient dus à ces deux craintes. Quels vont être les effets négatifs de ce pétrole maintenant en dessous de $60 le baril pour le WTI? On voit qu'on a du mal encore à rebondir aujourd'hui. On est toujours autour de $57 et des poussières pour le baril de brut léger américain. Pour autant, les actions américaines arrivent à rebondir. Il y a eu quelques chiffres chez vous, quelques statistiques ce matin à New York. Grégory, je notais notamment la production industrielle de novembre. Que nous dit ce chiffre?
La première chose à voir, c'est qu'il est arrivé en dessus de ce qui était attendu, une progression de 1,1% de la production industrielle, une révision à la hausse sur le mois dernier, et puis aussi des utilisations de capacités de production supérieures à ce qui était attendu, avec un chiffre supérieur à 80. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait l'industrie tourne vraiment à plein, et puis aussi que c'est porté vraiment par la demande intérieure pour le moment aux États-Unis. On voit que, par exemple, ça bénéficie, cette production industrielle, énormément de l'électronique, ça bénéficie du secteur de l'automobile, des secteurs qui sont vraiment très souvent consommés sur place aux États-Unis. Donc ça ne fait que rendre la réunion de la Réserve fédérale plus intéressante, avec tous ces vents qui sont un peu disparates, le vent positif de la consommation, le vent positif de la baisse des prix du cours du pétrole, mais le vent négatif de la baisse du cours des pétroles par rapport à l'inflation, le marché de l'emploi qui s'améliore vraiment. Est-ce que c'est un positif? Oui. Est-ce que ça va être une source d'inflation? On ne le sait pas. Donc vraiment, c'est une réunion pour la Fed qui va être extrêmement difficile. Elle s'en sortira peut-être par une pirouette, en changeant un peu son discours et en essayant surtout de ne pas prendre d'engagement sur les prochains mois de l'année. C'est peut-être le pari qu'il faut faire pour le moment. Bon, réunion de la Fed, vous l'avez dit, du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui commencera demain avec le communiqué bien sûr attendu mercredi soir, suivi d'une conférence de presse de Janet Yellen, la présidente. Ce sera un des événements de cette semaine. Et puis côté business, on a deux opérations remarquables à signaler aujourd'hui, Grégory, des opérations de LBO, donc rachat par la dette avec effet de levier, et notamment, alors annoncé ce week-end, mais peut-être le plus gros LBO de l'année là. Peut-être, certainement, en fait, c'est le plus gros LBO de l'année avec plus de 8 milliards de dollars. C'est une compagnie qui est très connue, en tout cas ici, qui est PetSmart. PetSmart, c'est supermarché pour les animaux. Vous trouvez absolument tout, de la nourriture aux laisses, aux os et aux animaux vivants. Vous pouvez acheter votre poisson, votre chat, votre chien chez PetSmart. Alors c'est un secteur évidemment pour les Américains qui est très important. Je crois qu'il y a près de 300 millions d'animaux aux États-Unis. Pratiquement tout le monde a un animal. Mais c'est un secteur où il y a très peu de croissance. Et qu'est-ce qui a fait le fait que des activistes étaient rentrés dans le capital de PetSmart, Jana Partner notamment, pour pousser cette compagnie à se vendre, là dans ce cas-là, se vendre à private equity, c'est que on dégage chez PetSmart beaucoup de cash. Par contre, il n'y a pas de croissance. La croissance annuelle des ventes est pratiquement zéro. Donc le cash, c'est très très bien, sauf que les marchés actions et les investisseurs, pour que les actions montent, ils ont besoin d'une expansion, ils ont besoin de croissance, autrement les multiples ne montent pas. Donc c'est le cas absolument parfait pour que Private Equity, dans ce cas-là BC Partners, qui est une compagnie anglaise, intervienne, rachète PetSmart, le retire de la cote et profite tranquillement de ce cash qui rentre d'une façon régulière, sans avoir de compte à rendre à Wall Street. Et dans le cas de Riverbend Technologies, qui est l'autre compagnie de plus de 3,6 milliards de dollars, je dirais c'est un peu quelque chose d'un peu différent, parce que qu'est-ce que vous avez parmi les acheteurs? Vous avez un hedge fund, mais vous avez aussi tout simplement un fonds de pension canadien, qui est le fonds de pension des employés dans l'éducation dans l'État de l'Ontario. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on est un fonds de pension? On cherche du revenu pour assurer les retraites de ces employés, de ces futurs retraités. Et on se dit actuellement, ou des tas de fonds de pension se disent, mieux vaut acheter une compagnie qui a un cash flow qui est sûr et récurrent que d'acheter actuellement sur le marché obligataire des dettes qui payent très très peu, avec le risque que les taux montent et qu'on perde sur le principal. Donc là aussi, c'est une opération très intéressante ce matin. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, avec nous chaque après-midi. Depuis New York, on marque une pause.